Écoutez, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour donc parler de cette accessibilité de l'alimentation de qualité pour tous. Depuis un mois maintenant, les Français sont en confinement avec un ravitaillement très encadré, avec une autorisation de déplacement pour aller faire ses courses de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées. Malgré les signes de panique au début de cet épisode avec les razzias de pâtes et de papier toilette, il semble bien que nos concitoyens soient revenus à la raison. Dans la grande majorité des territoires, il n'y a pas eu de problème de pénurie alimentaire, même si le consommateur ne retrouve pas exactement ses marques préférées. D'aucuns prônent les approvisionnements de proximité, au moins pour les produits frais. Mais est-ce possible partout et en particulier en ville, là où les maraîchers ne sont plus derrière leurs étals de marché? Si la majorité des consommateurs trouvent bon gré mal gré leurs moyens de subsistance, cela est-il vrai pour ceux qui ont des difficultés financières pour s'alimenter correctement, déjà en temps normal? Que fait-on pour ces populations pour qui les services de cantine scolaire sont fondamentaux, ou pour ces personnes pour qui l'aide alimentaire est vitale? Les ravitaillements sont-ils encore assurés auprès des associations? Les bénévoles sont-ils encore disponibles et dans quelles conditions? Ce premier webinaire organisé par l'association Cantine Responsable, dont le président est avec nous, François Mauvet, et par toute l'équipe du magazine Notre Cuisine, va tenter de répondre à toutes ces questions, en direct pendant 7 heures ensemble ou par la suite par mail. N'hésitez pas non plus à nous communiquer des initiatives exemplaires, des demandes du terrain. Nous les reprendrons autant que possible sur les réseaux et dans le magazine. Bonjour à tous. Nous allons commencer par une intervention de Marie Castagnier. Marie, tu es directrice des relations institutionnelles et de la communication à la Fédération française des banques alimentaires. Beaucoup d'initiatives par de grands opérateurs, des grossistes, des gestionnaires publics et privés de restauration ont eu lieu au tout début du confinement pour éviter à juste titre le gaspillage de leurs stocks. Quelle a été la réactivité des banques alimentaires sur le territoire national? Comment se sont organisées collectes et dons de ces denrées auprès de vos réseaux associatifs sur le territoire? Merci beaucoup François et merci à vous pour votre invitation à ce webinaire. Alors effectivement, dès que le confinement a été annoncé, le réseau des banques alimentaires a eu à cœur de poursuivre son activité sur l'ensemble du territoire. Et pour répondre aux premières questions aussi qui ont été posées par Laurent Terrasson sur comment les banques alimentaires ont fonctionné, elles ont fonctionné en s'adaptant, je pourrais y revenir, mais la préoccupation, ça a été tout de suite de mettre en place une continuité d'activité pour nos associations et puis pour les personnes concernées qui sont accompagnées par nos associations partenaires. Effectivement, comme François l'a dit, on a eu un afflux qui a été assez immédiat, mais qui n'a pas duré très longtemps, mais assez immédiat de dons en provenance de la restauration collective, puisque du coup, les sites ont été fermés. À Tours, ça a été le cas, dans la Loire, dans le Nord, en Haute-Vienne, etc. Il y a eu beaucoup d'endroits où les collèges, les cuisines centrales, les cantines scolaires ont donné leurs produits et ont pu être récupérés par les banques alimentaires. C'était des produits frais, donc il a fallu effectivement les distribuer, ça a été fait. Voilà, donc on a eu un pic à ce moment-là. Et en fait, ça tombait aussi dans un moment où on devait se réorganiser, notamment par rapport à la ramasse, tous les jours dans les supermarchés, qui a encore lieu, mais dans des moindres volumes, notamment parce qu'on a moins de bénévoles, même si la plupart, beaucoup d'entre eux ont continué à venir, et les salariés aussi, on a aussi des salariés dans le réseau. Donc du coup, ça a permis aussi d'assurer une transition entre une diminution de la ramasse liée à des questions sur les ressources humaines et le besoin de produits frais qui est toujours évidemment très prégnant. Donc voilà. Et du coup, les banques alimentaires ont continué de fonctionner avec des équipes constituées de salariés et de bénévoles, mais volontaires pour protéger les plus âgés. On a eu recours aussi à des bénévoles spontanés. On a lancé des appels aux dons et à la plateforme aussi de la réserve civique qui fonctionne bien. On a aussi mis en place des nouvelles mesures pour livrer aux associations aux abords de l'entrepôt et pour éviter qu'il y ait trop de contacts
entre les personnes qui viennent récupérer les produits et les bénévoles et les salariés des banques alimentaires. Et on a aussi mis en place des règles pour coopérer. Alors, c'était déjà le cas, hein, mais il y a eu beaucoup de coopération locale qui se sont mises en place entre les différentes associations, puisque nos stations partenaires sont également animées par des bénévoles qui, eux aussi, ont connu des baisses d'effectifs. Donc, il y a eu un réajustement, mais qui s'est fait quand même assez rapidement. Et moi, je voudrais en profiter pour saluer l'engagement de toutes ces personnes qui se mobilisent tous les jours pour faire en sorte que les personnes les plus précaires continuent à avoir accès à l'aide alimentaire dans les conditions qu'elles peuvent assurer. Voilà. Et du coup, on a effectivement réorienté aussi un peu les modes de distribution. On a des dons réguliers de producteurs sur certains territoires, notamment là je sais que le Gers on a eu pas mal, à Bayonne, etc. Donc on voit que les producteurs aussi donnent des produits. On a un système de répartition interne pour assurer l'équité entre les territoires. Parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que les territoires sont différemment pourvus. Et l'idée étant de ne pas gaspiller, justement, quand un producteur, un industriel ou une plateforme GMS et même un acteur de la restauration collective important a un don, il peut se rendre sur notre site internet, on a un portail qui s'appelle Clic Don, il rentre son don et après c'est réparti en interne entre les banques alimentaires. Ça vise notamment à compenser le manque sur certains territoires et à éviter aussi qu'on ne puisse pas tout distribuer au même endroit pour des raisons assez logiques, de logistique, etc. Voilà, donc ce portail fonctionne hors crise sanitaire et fonctionne aussi là pendant cette crise. Après, on est confronté aux mêmes questions logistiques que les autres acteurs de la chaîne alimentaire, hein, le transport, le stockage, etc. Donc on fait au mieux et on s'adapte. Je voudrais citer l'exemple à Bordeaux, par exemple, où il y a un beau projet qui a été mis en place par la ville, le conseil départemental, avec des producteurs qui donnent via la banque alimentaire aux étudiants, parce qu'on a aussi cette population qui, du coup, s'est retrouvée dépourvue aussi à la fermeture des Crous. Donc, on a aussi eu des nouvelles... Enfin, c'est des publics qui étaient déjà, malheureusement, accompagnés par les épiceries sociales étudiantes, mais là, il y a eu un effet aussi de masse, entre guillemets, avec la fermeture des Crous. On a aussi eu des dons qui étaient adaptés à certains types. Par exemple, on a eu des dons de sandwichs à Toulouse qui ont pu être orientés vers des maraudes, des gens qui, du coup, n'ont pas de quoi cuisiner. Donc, du coup, ça a permis de faire coller le besoin au don. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais là, effectivement, c'était utile puisque, du coup, il a fallu aussi réorienter certaines activités. Et pour terminer, je voudrais citer la Banque alimentaire de l'Isère qui a un atelier en fait, de transformation, donc qui récupère en général des surplus de viande et qui fait des plats cuisinés. Elle continue à le faire. Et notamment, elle a eu de nombreux dons de cuisine centrale. Elle travaille régulièrement en Isère avec le CHU de Grenoble et les cuisines centrales. Et du coup, grâce à ces dons, ils peuvent continuer à préparer des plats cuisinés. Donc voilà, et ils en sont à 25 tonnes de plus que sur le même mois que l'année dernière, puisque du coup, il y a aussi un réajustement sur les associations auprès desquelles on distribue. La Banque alimentaire de l'Isère, du coup, fournit près de des repas à 10 000 bénéficiaires chaque semaine. Voilà, et 3 000 repas qu'elle cuisine dans sa cuisine, qui met en lien des dons de la restauration collective et d'autres donateurs et aussi des associations qui viennent donner un coup de main. Voilà, donc c'est le tableau que je peux brosser de manière un peu générale. Et s'il faut ensuite répondre à des questions, ce sera peut-être aussi plus simple de procéder comme ça. Et si vous voulez des informations sur comment ça se passe, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. On essaye aussi de tenir au courant au fur et à mesure les gens de ce qui est fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Marie. Par contre, réinventer des métiers, qu'est-ce que vous entendez en fait? Qu'est-ce qu'il a fallu en fait adapter en priorité? En fait, ce qu'il a fallu faire, en fait, c'est s'adapter sur l'équilibre dans nos différentes ressources, c'est-à-dire que pour adapter les consignes sanitaires, il a fallu, par exemple, à un certain endroit privilégier des produits secs pour éviter que les personnes aient à revenir tous les jours, pour limiter les déplacements. Donc, du coup, par exemple, vous parliez tout à l'heure au début, on en a parlé avant que la conférence commence, mais des conserves de fruits et légumes. Nous, on sait que ça, c'est des choses où on serait très intéressé aussi, puisque du coup, même si on continue à avoir de la ramasse, c'est vrai qu'on en fait un peu moins parce que du coup, les ramasses se font un peu différemment, on fait moins de magasins, on met une seule personne dans le camion pour respecter les consignes sanitaires. Donc, en fait, c'est l'application des gestes barrières qui a nécessité de réorganiser
Et par exemple, il y a des banques alimentaires qui préparent elles-mêmes les colis individuels, alors qu'avant, c'est l'association qui le faisait. Enfin, voilà, et on le fait ensemble avec l'association. Voilà, c'est des modes de coopération comme ça qu'il a fallu développer pour respecter l'application des gestes barrières. On a une question de Marie-Dominique sur les banques alimentaires à Paris. Est-ce que vous avez un lien avec la plateforme Je m'engage de la ville de Paris? Il semble qu'il y ait de très nombreuses propositions de bénévolat de personnes qui ne trouvent pas de mission. Alors, ça, il faudra voir avec la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France, sachant que la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France, si je ne sais pas quel est son besoin exact de bénévoles, mais elle pourrait orienter vers des associations partenaires. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai vu aussi que, je crois que c'est l'Armée du Salut a lancé un appel à volontariat aussi. Donc, peut-être que la plateforme doit… je ne sais pas si cette plateforme est bien identifiée par tous les acteurs. Il faudrait peut-être voir avec eux. Moi, je peux demander et revoir après avec Marie-Dominique si vous voulez. Donc, François, tu as une question? Poser à Marie comme question. Alors, quels enseignements pourrait en tirer la Fédération des banques alimentaires dans son activité normale pour optimiser la réponse des grands réseaux associatifs sur ce que la banque alimentaire vit aujourd'hui, enfin que les banques alimentaires vivent aujourd'hui? C'est-à-dire des enseignements qui pourraient finalement servir à une optimisation, à une coopération. Tu as parlé de coopération entre les réseaux. Est-ce que la situation actuelle pourrait laisser des traces dans ce type d'organisation? C'est ça ma question. Alors ça, il est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que localement, de toute façon, avant la crise, il y avait quand même déjà beaucoup de coopérations qui existaient, notamment parce que on sait que sur des territoires, les acteurs de la chaîne qui donnent aux associations, les banques alimentaires et puis d'autres, savent comment est structuré le tissu associatif. Donc, il y a quand même toujours une bonne entente, entre guillemets, là-dessus. Donc, si ça doit perdurer, tant mieux. Après, il faut aussi… en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est nous, on sait qu'il y a beaucoup d'associations partenaires, un certain nombre qui ont dû fermer, et on espère qu'elles pourront réouvrir parce que, in fine, ça risque après de causer des problèmes pour les bénéficiaires qui, eux, peuvent ne pas s'y retrouver. Donc, du coup, nous, là, on va être très vigilants aussi, c'est comment on donne après les moyens aux associations de refonctionner dans de bonnes conditions, notamment reconstituer les stocks, faire face aux surcoûts, etc. Merci, Marie. Merci Marie. Je vais passer la parole en fait à Bruno Parmentier qui donc est avec nous. Déjà, merci Bruno d'être avec nous. Donc parce que finalement vous êtes très sollicité, on vous voit partout maintenant. Et on peut comprendre, vu votre parcours, vous êtes ingénieur, économiste, vous avez fait l'école des mines, école de pratique des hautes études. Vous êtes auteur et consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires. Vous avez écrit entre autres, et c'est dans ce cadre-là où on vous a quand même fait venir participer à cette table ronde. Vous avez ce livre « Manger tous c'est bien, la faim zéro ou nourrir l'humanité ». J'ai raccourci parce qu'il y a quand même des sous-titres aussi, mais j'invite tout le monde à regarder ces ouvrages. Comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, la panique s'est emparée des Français au tout début du confinement. Et on se demande si elle avait en fait une raison d'être. La ruée sur les denrées, qui le plus souvent n'était ni en tension sur l'ensemble de la chaîne amont, agricole, agroalimentaire, distribution. On pense au riz, aux pâtes. Et en fait, dans le même temps, on a ces productions agricoles de saison, les choux, les asperges, les fraises, qui ne trouvent pas de débouchés commerciaux classiques. En fait, on aimerait savoir comment vous analysez ce phénomène. Et est-ce que, en fait, une question qu'on vous a déjà posée par le passé sur d'autres chaînes de radio, en fait, est-ce qu'on peut craindre des pénuries alimentaires? Comment vous voyez, en fait, cette situation actuelle? Alors, on est en France. La France est un grand pays agricole. On est en Europe. L'Europe s'est organisée entre les 28 pays pour finalement pouvoir manger. Donc, le risque qu'on ait faim, globalement, en société, est très faible. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Pendant des millénaires, en France, on a récité
donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'était pas par hasard. C'était la seule chose qu'on mangeait. On mangeait du pain. Et souvent, il n'y en avait pas. Et donc, l'histoire de l'Europe et de la France, c'est une histoire de pénurie, de famine, etc. Alors, je porte un nom prédestiné, si j'ose dire, mais grâce à mon homonyme ancien, on s'est mis à manger deux choses, du pain et des pommes de terre. Et donc, ça a diminué considérablement l'insécurité alimentaire parce que c'était souvent pas les mêmes années où la récolte de blé était mauvaise, il y avait des patates, où la récolte de patates était mauvaise, il y avait du blé. Bon, mais ça a continué jusqu'aux années 50. Jusqu'aux années 50, on ne mangeait pas tous comme le roi Louis XIV à Versailles. Hein. Les gens mangeaient du pain, des pommes de terre et du vin. Alors, je ne sais pas si le vin était bon, mais bon, on mange 3 fois moins de vin. Et quelque part, cette mémoire est revenue. On a dit, ben, le jour où ça devient sérieux, il faut avoir de la farine, il faut avoir des nouilles, il faut avoir des patates. Bon. Et donc, bah, tout d'un coup, ça s'est un peu affolé. Mais soyons clairs, on est un très grand producteur de blé, on exporte à tout va, on ne mange que la moitié de notre blé en France, c'est pas chez nous qu'il va y avoir des affiches sur les boulangeries, plus de blé, plus de pain. Bon, c'est à peu près pareil pour les pommes de terre. Et d'ailleurs, c'est un autre problème. Il faut absolument continuer à exporter nos céréales. Il y a des menaces. La Russie commence à dire je ne sais pas si je vais exporter mon blé. Le Vietnam commence à dire je ne sais pas si je vais exporter mon riz. Ça, c'est une menace très importante de famine dans le monde. Parce que pas très loin de chez nous, l'Algérie est incapable de se nourrir. L'Égypte est incapable de se nourrir. Donc, si notre blé ne part pas pour aller en Algérie ou en Égypte, il y aura vraiment des famines. C'est ce qu'on a vu en 2008. En 2008, quelque part, ça s'est affolé. Les stocks mondiaux étaient assez faibles et on a commencé à ne plus vouloir exporter. Il y a eu des émeutes de la faim dans 37 pays, etc. Donc, on risque fortement ça, mais l'Europe ne risque pas ça. L'Europe a une très belle agriculture, on a l'habitude de faire circuler les choses, donc ça va. Alors maintenant, c'est vrai que ça dépend des produits. Sur les produits fondamentaux, ça va. Il y a un problème spécifique, par exemple, sur les fruits. Oui. Parce que la moisson de blé n'est pas menacée. Il faut se rendre compte que le blé, 2 personnes, une personne sur la moissonneuse batteuse, une personne sur le tracteur, récolte 200 tonnes par jour. Donc, il n'y a aucun problème de confinement pour le blé. Évidemment qu'on va récolter le blé, etc. Bon, ben, c'est pas pareil pour les fraises. Pour une bonne partie des fruits, ça se ramasse à la main parce qu'il faut regarder si le fruit est mûr. Et c'est pas du tout comme les jardins potagers. Quand on a un jardin potager, ben on fait les fraises, ensuite on fait les patates, ensuite on fait les salades, etc. Il n'y a pas de problème. Là, il y a un énorme problème de manœuvre parce que celui qui fait des fraises, il fait que des fraises. Celui qui fait du melon, il a 200 hectares de melon à ramasser. Et donc, évidemment, il y a besoin, dans la période du ramassage, il y a besoin d'un afflux de main-d'œuvre considérable. Il y a à peu près 280 000 salariés saisonniers pour ramasser nos fruits et les légumes qui se ramassent à la main. Mais attendez, la terre est basse, c'est un métier très dur physiquement, qui est très mal payé, et ces gens sont très mal logés, on va dire, et donc dans les périodes de confinement, c'est un peu compliqué. 80% de ces gens-là viennent de l'étranger. On a fermé les frontières, donc il y a un gigantesque problème pour ramasser nos fruits. Alors bon, ben, tout le monde s'est affolé en disant ben, ça tombe bien. En ville, il y a des gens qui sont confinés dans de petits appartements et qui sont au chômage. On va les inviter à aller prendre l'air pour ramasser les fruits. Bon, c'est superbe. Il y a plein de gens qui se sont inscrits là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça marche parce qu'encore une fois, les logements là-bas, c'est très compliqué. C'est pas tout près du centre-ville et ben, c'est très pénible et c'est mal payé. Donc, nous aurons de quoi faire des gâteaux. Nous n'aurons pas la cerise sur le gâteau, pour faire bref. Bon, et donc, c'est compliqué pour les producteurs de fruits parce qu'ils vont faire une très mauvaise année, mais on ne risque la cerise sur le gâteau, on ne risque pas le gâteau. Alors, même sur le gâteau, c'est pas si facile
Parce que regardez le blé, par exemple. Il n'y a qu'à peu près 5% du blé qui se vend sous forme de farine pour les particuliers. La grande majorité du blé, évidemment, ça va dans les usines ou ça va dans les boulangeries. Bon, grosso modo, les boulangeries, c'est 30% de blé en moins. Et puis, du coup, les gens, ils commencent, il y en a qui se disent, je vais faire mon pain moi-même, et puis, etc. Donc, on a une pénurie, mais il n'y a absolument pas pénurie de blé. Il y a une pénurie de paquets d'1 kilo de farine. Parce que c'est une pénurie d'emballage, c'est pas une pénurie de contenu. Et on découvre ce truc absolument insensé que, comme ça coûte cher l'emballage, on fait emballer notre blé en Roumanie ou en Bulgarie, parce que ça coûte moins cher. Et donc, il y a une pénurie de paquets d'1 kilo de blé, et c'est très ponctuel, c'est pas du tout pareil que la pénurie de blé. C'est pareil pour les œufs, par exemple. Bon, là, c'est quand même un peu plus. Il y a une petite moitié des œufs produits qui sont vendus aux particuliers, mais la majorité des œufs, c'est vendu ailleurs. Bon, inutile de dire que les grands restaurants, les grandes cantines, ils n'achètent pas les œufs par paquet de 6. Donc, il y a eu une pénurie, non pas d'œufs. La France est totalement autosuffisante en œufs, elle en exporte même un peu. Il y a une pénurie de boîtes, d'œufs, de 6 et de 12. Et d'industrialisation pour remplir ces boîtes. Donc, c'est un ajustement absolument gigantesque. Et puisque vous parlez des restaurants, bon, il y a à peu près 20 millions de Français qui déjeunaient à la cantine ou au restaurant, plus 10 millions de soirs. Donc, il y a 30 millions de repas par jour qui étaient à la charge de gens qui achetaient pour 1000, 2000 ou 5000 personnes. Et tout d'un coup, il faut transformer ça par des gens qui achètent pour 2, 3 ou 4 personnes. Évidemment, c'est un changement logistique absolument considérable, d'autant plus qu'une partie de l'approvisionnement, notamment en produits frais de ces particuliers, c'est fermé. Ils ont fermé les marchés pour pas que les gens se crassent dessus. Bon, donc, il y a évidemment un énorme effort pour réorganiser cette logistique considérable. Alors ensuite, les gens disent, mais c'est très bien, on va faire du bio local équitable. Enfin, en l'occurrence, là, c'est surtout local. Mais c'est mal comprendre l'énorme masse que suppose la nourriture. Bon, je ne sais pas si vous avez réalisé, on introduit à peu près 1 tonne par an dans sa bouche. Hein. À peu près 600 kilos de liquide, 400 kilos de solide, un peu plus d'1 kilo par jour. Avec ce qu'on jette, c'est plutôt 1,5 kg et 2 kilos. Dans la région parisienne, il y a 12 millions de personnes. Ça veut dire qu'il faut faire venir tous les jours à Paris de l'ordre de 20 000 tonnes de nourriture. 20 000 tonnes tous les jours. Inutile de dire qu'il n'y a pas des millions de tonnes déjà stockées à Paris. Il faut que ça vienne tous les jours, tous les jours. Imaginez un moment que, ce qu'à Dieu ne plaise, on a fermé l'aéroport d'Orly. Si jamais on est obligé de fermer Rungis, le plus grand marché alimentaire du monde, parce qu'il y a une épidémie foudroyante comme sur le porte-avions Charles de Gaulle, attendez, là, il y a un véritable risque, évidemment, pour nourrir les Parisiens. Et donc, les circuits courts, c'est parfait. Chaque fois qu'on peut, il faut faire des circuits courts. Mais ça ne sera qu'une toute petite partie de l'alimentation des gens. Et puis alors, il y a tous les interstices. Et puis, tous les gens plus fragiles. Les gamins qui mangent à la cantine de l'école, c'est parfait pour les classes moyennes. Et pour les classes populaires, ça veut dire que ces gens-là pouvaient nourrir leurs enfants nettement en dessous du coût des produits. Donc, c'est un renchérissement considérable, un abaissement des niveaux de vie pour ces gens-là. Et puis, mais c'est partout pareil, les étudiants, il y a quand même une politique sociale énorme pour les étudiants avec les restaurants universitaires. Ceux qui sont restés dans leur résidence universitaire, il n'y a pas de cuisine. Et ça coûte beaucoup plus cher de se faire à la cuisine que d'aller au restaurant universitaire. Et puis, puisque vous êtes sur les banques alimentaires, etc., il y a tout ce système de valorisation du gâchis. C'est qu'on gâche comme des malades. Hein, voilà. Bon, grosso modo, la FAO dit on gâche le tiers de la nourriture. Bon, ça veut dire le tiers de la nourriture, soyons clairs, ça veut dire qu'en France, si on met à peu près
400 kilos de nourriture solide dans sa bouche, ça veut dire qu'on gâche 200 à 250 kilos par tête de pipe sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, évidemment, ben heureusement, toutes ces associations qui aident les plus démunis, ils s'approvisionnent majoritairement dans tous ces interstices, dans tout ce gâchis énorme de la restauration, du transport et du commerce collectif. Et donc, effectivement, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de gâchis. Donc, c'est un énorme problème de gérer. Enfin, il n'y a plus de gâchis. Le gâchis a été déplacé ailleurs parce qu'il y a autant de fruits et légumes. Malheureusement, une bonne partie des fraises vont pourrir sur place parce qu'elles ne seront pas récoltées. Alors qu'avant, elles étaient récoltées, elles partaient, on pouvait récupérer quelques fraises pour les banques alimentaires. Là, s'il faut aller les cueillir directement dans les champs de fraises, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un énorme défi logistique. Et au milieu de ce défi logistique, il y a évidemment une situation très compliquée pour la partie de la population la plus fragile. Et puis, le diable est dans les détails. Quand on vient d'apprendre que, par exemple, M. Trump, qui n'a pas de politique sociale, lui, il distribue les billets par hélicoptère, comme on dit, il va donner 1 200 $ à chacun. Et on vient de s'apercevoir que les banques vont piquer les 1 200 $ parce que c'est les mêmes pauvres qui sont endettés et les banques vont garder le truc, elles ne vont pas le donner pour manger. Donc, on voit bien que toute cette réorganisation sociale indispensable pour que tout le monde mange, y compris les plus fragiles, même au milieu d'un pays qui ne risque pas la famine, individuellement, il y a quand même des milliers de gens pour lesquels il faut inventer des nouvelles solidarités adaptées à la situation. Merci Bruno. En fait, oui, donc il faut repenser toute cette réorganisation de la production, distribution et voilà. On va passer la parole à François et Alain. J'avais une question complémentaire éventuellement pour Bruno. Justement, dans les circuits de commercialisation, certains ont dû être construits dans l'urgence, comme on vient de le dire, depuis un mois. Et on parle de multiples expériences de mise en œuvre, comme les circuits de proximité, dans lesquels les agriculteurs, et essentiellement les maraîchers, commercialiseraient en vente directe leur production. Mais là encore, les volumes disponibles, et vous venez de le dire, quand ils ne sont pas concentrés, ont du mal à répondre aux besoins des populations urbaines. De nouveaux circuits dans lesquels la grande distribution se rapprocherait des producteurs locaux pourraient se mettre en place. Est-ce que ça vous semble pertinent? Évidemment. Je veux dire, finalement, où est-ce qu'on fait ses courses? Dans les moyennes surfaces. Parce que les très grandes surfaces, il faut faire 20 km en voiture, c'est pas terrible. Et puis, le marché, sauf dans les petites villes, il n'y en a plus. Bon, donc, c'était un quasi-monopole de la nourriture dans les moyennes surfaces, il faut qu'ils s'approvisionnent chez tous les gens qui peuvent produire. Mais c'est très compliqué dans la tête et c'est très compliqué dans la réalité. C'est que ces gens-là achètent de très gros volumes, etc., avec des centrales d'achat. Enfin, il faut se rappeler, par exemple, qu'il y a 4 personnes en France, 4, qui achètent 70% de la nourriture. Il n'y a plus que 4 acheteurs pour l'ensemble de la grande distribution. Bon, et donc, effectivement, on voit bien tous ces problèmes qu'il y a. D'un côté, il y a 500 000 agriculteurs, de l'autre côté, il y a 4 acheteurs, puis du dernier côté, il y a 60 millions de Français qui veulent manger. Alors avant, au moins, ils s'achetaient à manger par paquet de 5 000 quand ils allaient à la cantine. Mais maintenant, ils sont vraiment un par un. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, très soudain. Et c'est très difficile d'avoir de la souplesse pour tout réorganiser, d'autant plus qu'on se doute quand même que c'est relativement provisoire. Heureusement qu'il y a énormément de bonne volonté. Et puis, heureusement qu'on s'organise. Moi, je fais mes courses une fois par semaine, mais je fais les courses pour 2 vieilles dames aussi, en même temps, voilà, etc. Donc, tout ça, c'est de l'entraide au quotidien qui nécessite beaucoup plus de volontariat, beaucoup plus d'imagination et d'organisation, évidemment. Merci Bruno. Merci Bruno. François? Alors Alain Jézéquel, depuis plusieurs années, tu es président de Revivre dans le monde, avec une très grande expérience au sein de Revivre en Île-de-France, une des associations filles de la première. Revivre dans le monde à une échelle différente de celle de la Fédération des banques alimentaires fait le même constat avec peut-être une approche encore plus opérationnelle, puisque vous avez les mains dans le cambouis dans vos structures associatives.
Je pense au dispositif Tournée Village, qui a pour objectif de porter des paniers alimentaires en milieu rural, avec le plus souvent l'appui des CCAS des communes rurales. Dispositif qui a été mis en place en Île-de-France, dans le Sud-Essonne, et en Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt en Auvergne, mais tu nous le diras. Et puis je pense aussi à l'opération Alimotel, qui existe maintenant depuis presque 4 ans en Île-de-France, qui vise à apporter des denrées alimentaires aux personnes hébergées d'urgence en hôtel, le plus souvent sans ressources ou privées de ressources alimentaires. Merci de nous parler de ces expériences et de leur mise en œuvre dans la période compliquée que nous traversons. Merci François et bonjour à tous, bonjour à tous les participants. D'abord, je voudrais rappeler, pour ceux qui ne sont pas au fait, que l'aide alimentaire, ça concerne 5 millions de personnes en France qui accèdent ponctuellement ou très régulièrement à des dispositifs d'aide. Et je voudrais simplement, tout le monde connaît ATD Quart Monde. ATD Quart Monde parle de barrières pour ces personnes démunies pour accéder à une aide alimentaire en temps normal. Je vous laisse imaginer que ces barrières, dans ces périodes de crise, deviennent de véritables murailles pour certains d'entre eux. Voir ces barrières se mettre en face de personnes nouvelles qui d'habitude n'accèdent pas à l'aide alimentaire. Je vais faire un petit peu quelques petits constats. Alors, ça revient sur des constats qui ont été faits par Marie, des banques alimentaires, par Bruno Parmentier aussi. Et je pense que je vais essayer de les apporter avec un œil plus terrain, puisque, enfin, plus terrain, non pas que vous ne soyez pas terrain, mais Revivre, on est très modeste par rapport aux structures des banques alimentaires, mais on a des projets très, très pragmatiques et très, très opérationnels, comme François l'a dit. Alors, notre association, elle contribue à la mise en œuvre d'aide alimentaire et il faut nous voir comme un grossiste qui propose des produits et des services auprès de 330 partenaires en France, partenaires que sont les épiceries sociales ou les centres d'hébergement. Ça veut dire que ces structures viennent chercher chez nous des produits qu'elles ne trouvent pas dans les banques alimentaires ou qu'elles ne trouvent pas dans le cadre des ramasses habituels. Donc nous assurons ça et comme François l'a dit, on développe aussi des projets nouveaux pour coller au plus près des besoins, des projets qui peuvent être innovants ou des projets qui consistent plus à aller vers les démunis. Alors, dans les constats, d'abord, effectivement, l'aide alimentaire, on voit qu'elle s'appuie en grande partie par le travail de bénévoles. Et énorme structure, Marie parlait des banques alimentaires, mais on peut faire le même constat pour le Secours populaire, le même constat pour le Secours catholique, pour les Restos du Cœur. Ce sont des dizaines de milliers de bénévoles, souvent retraités. Donc, dans les temps qui courent, très souvent confinés. Ce qui pose évidemment des problèmes, et ça s'est traduit par, nous on l'a vu pour l'ensemble de nos partenaires, à peu près 20% de structures qui ont spontanément fermé, arrêté leurs activités, mettant par là même en difficulté les personnes démunies auprès de qui elles apportaient ces services. Alors, elles réouvrent pour certaines d'entre eux, Marie l'a signalé, mais dans tous les cas de figure, soit elles continuent, soit elles réouvrent, mais de façon différente. C'est-à-dire que les épiceries sociales, par exemple, ont un principe, c'est d'offrir un choix aux bénéficiaires. Le principe qui consiste maintenant à fermer l'épicerie sociale et à mettre des colis à disposition sur le trottoir fait que ça change les habitudes et ces personnes n'ont plus le principe élémentaire de choisir leurs aliments. Ça, c'est déjà un constat qu'on peut faire. Donc, tout ont changé, toutes ces épiceries, toutes ces structures d'accueil ont changé leurs habitudes. On voit que les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes, que les plages d'ouverture sont plus étroites. Et on voit que les produits distribués, qui viennent souvent de la ramasse, c'est-à-dire auprès des grandes surfaces, qui consistent à aller chaque matin récupérer les produits que les grandes surfaces n'ont pas vendus et qui sont souvent, évidemment, en date limite de consommation, manque de bras pour récupérer ces produits et que c'est évidemment préjudiciable à l'approvisionnement des structures d'aide. Deuxième point, on en a parlé rapidement, mais la fermeture des marchés de ville. Pour les démunis, on appelle ça le glanage. Et il y a beaucoup de personnes pour qui le glanage, c'est une forme d'approvisionnement. Et donc, ces personnes ne peuvent plus accéder à ces marchés et ne peuvent plus accéder à ces
à cette, ce que j'appellerais alimentation de secours. Et c'est évidemment préjudiciable pour tous. Le troisième point, on l'a évoqué rapidement, donc je ne reviens pas dessus, mais c'est l'impact de la fermeture des écoles. On le voit, les écoles et les cantines scolaires, pour ce qui concerne l'alimentation, eh bien, c'est des enfants des familles en précarité qui d'habitude accèdent à une nourriture saine et équilibrée à des tarifs sociaux. Ça coûte beaucoup plus cher aux familles d'apporter, de combler ces manques. Et ça, donc, ça lève de nouveaux obstacles financiers et tous les services sociaux le constatent et crient au secours. Un quatrième point, c'est un constat très, très macroscopique et partagé par toutes les associations, c'est qu'on voit de plus en plus de nouveaux arrivants. Les Restos du Cœur disent on a 30% de personnes en plus, et c'est des gens qu'on n'a jamais vus. Alors, les gens qu'on n'a jamais vus, ce sont des salariés précaires qui ont perdu leur job, ce sont des étudiants, on l'a parlé, hein, je ne reviens pas dessus, mais qui se nourrissent habituellement dans les crousses ou autres, qui n'ont pas les moyens de se faire une cuisine dans leur chambre d'étudiants ou difficilement, eh bien, accèdent maintenant vers les structures d'aide, Restos du Cœur ou autres. Donc, c'est tout à fait conséquent. Alors, voilà sur les constats macroscopiques. Sur les produits, je voudrais donner un retour d'expérience de notre association Revivre, puisque nous avons des produits issus de dons de producteurs, issus de dons de la grande distribution, mais de façon massive, pas de la ramasse, parce que ce sont des produits qui se distribuent localement. Nous, on est dans des circuits logistiques, donc on ne prend en charge que les produits qui peuvent réintégrer un système logistique pour ne pas gaspiller ces produits. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des produits qui sont introuvables sur le marché pour nous. Alors, on parlait de la farine. Ce qu'on voit, c'est que les structures de type épicerie sociale ou autres, les approvisionneurs de ces structures ont les mêmes comportements que les consommateurs. Donc, ils font des stocks. Dès que vous proposez, que vous dites que vous avez une palette ou 2 palettes de farine à disposition, c'est un rush. Je ne citerai pas d'épicerie, il y en a une qui vous a commandé pour 1 an et demi de farine. Bien sûr, on essaye de rationaliser, on essaye de rationner, pardon, mais ce n'est pas vraiment notre mission. Donc, il y a des comportements des aidants qui sont les mêmes que ceux des grands consommateurs. Et ça a un impact, bien entendu, sur les produits qui sont distribués, puisqu'ils ne sont pas disponibles partout. L'exemple de la farine. Mais il y a un autre impact, puisque nous achetons des produits. Alors, on les achète en gros. Et ce qu'on constate, c'est des augmentations de prix. Quand je parle d'augmentation de prix, c'est pas rien. C'est, par exemple, plus 24% sur des pâtes chez le même fournisseur grossiste, le même importateur, sur des pâtes qui étaient achetées en Italie. Bon, ça suit l'offre et la demande. Mais l'aide alimentaire, elle est aussi dépendante de ça. Et pour nous, ça a des conséquences majeures sur nos coûts de fonctionnement et les coûts de nos structures et les coûts qu'on répercute auprès de nos partenaires. Alors, au-delà de ces constats, on voit des paradoxes. Beaucoup parmi les auditeurs connaissent la Solal, qu'il faut voir comme un organisme intermédiaire entre les producteurs qui donnent des produits et les grandes associations qui les reçoivent. La Solal nous disait encore, et je crois que Marie, tu étais en ligne dans cette conf call, la Solal nous dit qu'ils n'ont jamais eu autant de dons. Jamais. Mais ils n'ont jamais eu autant de difficultés pour les écouler. Donc, c'est ce paradoxe entre beaucoup de dons qui ne sont pas que des dons de fruits et légumes, qui sont beaucoup des dons de produits laitiers finis. La semaine dernière, il y avait encore 8 tonnes de brie à disposition en Seine-et-Marne. Ça donne un producteur, il ne donne pas 8 tonnes de brie comme ça pour faire plaisir à la terre entière. C'est bien parce qu'il n'arrive pas à les écouler. Donc, on est confronté à ça et à ce paradoxe. Il y a d'un côté des produits et de l'autre côté des manques. Et entre les deux, cette rupture logistique, on sait à quel point elle est importante dans la grande distribution, etc. Ces chaînes logistiques, elles sont un peu sous-évaluées pour tout ce qui concerne l'aide alimentaire. On a tous les mêmes difficultés et on ne les aborde toujours pas de manière concertée, sérieuse, réfléchie, en prenant du recul, avec une approche de mutualisation de moyens, par exemple.
Mais c'est une parenthèse, qu'on voit tous les ans, tous les jours, depuis des années, mais qui se voit encore plus maintenant en période de crise. Alors, ce que je regrettais simplement, c'est que ces constats qu'on fait là, c'est des constats qu'on a fait pour la plupart d'entre nous lors des États généraux de l'alimentation. C'est pas vieux, hein, c'est 2017, les EGA. Et aux EGA, on a tiré, beaucoup d'entre nous ont tiré une sonnette d'alarme, bien entendu, mais ont aussi fait des propositions de développer des solutions locales pour l'aide alimentaire à travers les PAT, les programmes d'alimentaires territoriaux. Quel est le rôle des PAT en temps normal et quel est le rôle des PAT dans cette situation de crise? Je n'ai pas beaucoup de visibilité, mais on n'en entend pas parler. En tous les cas, moi, je n'en entends pas parler. On parlait aussi de diversifier et de localiser les sources d'approvisionnement, de mutualiser les moyens. Ça n'a pas évolué depuis 2017, de mon point de vue. Ça veut dire que quand on a, à travers les États généraux de l'alimentation, proposé de mettre en place et d'institutionnaliser un véritable droit à l'alimentation, ben pour l'instant, tout ça, ça reste sans suite et on le voit encore plus dans cette période de Covid. Alors, François parlait de nos activités un peu plus précises, je vais dire un mot là-dessus. D'abord, Revivre, on continue nos activités, parce qu'on est association qui s'appuie en partie sur des salariés permanents et des salariés en insertion. Et on peut se réjouir d'abord on n'a pas de problème de santé, je touche du bois, mais nos personnels sont toujours présents et assurent ce service. On a bien sûr adapté nos solutions, parce que les demandes évoluent. Ce ne sont pas on nous demande de plus en plus des colisages, des produits prêts à l'emploi. Donc on s'adapte à ces demandes et puis on s'est adapté aussi lié aux contraintes de préparation. Préparer des colis, ça nécessite dans le cadre actuel des distanciations sociales, des mesures de protection. On s'étale un petit peu plus dans les entrepôts de préparation et sur Revivre en Île-de-France, on est passé à 6 jours sur 7 d'activité au lieu de 5 jours sur 7 habituellement, justement pour pouvoir préparer ces colis de manière un peu plus étalée et dans le temps et dans l'espace. Donc, pour un dispositif, François parlait du dispositif Alimotel. En un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, un chiffre, ça concerne l'Île-de-France. L'Île-de-France héberge chaque nuit 35 000 personnes dans des hôtels qui sont dédiés à ça ou partiellement dédiés à cela. Ça se fait avec le SAMU social et l'ADRIL en Île-de-France. Ces personnes, il ne suffit pas de les loger, il faut les nourrir. Alors, il y a les hôtels qui sont situés près de structures d'aide proches, les hôtels dans Paris, où on va trouver le Resto du Cœur d'à côté, on trouve des solutions. Mais il y a des hôtels qui sont perdus dans les banlieues. Quand votre hôtel, vous êtes hébergé, il se situe au carrefour, le triangle entre l'autoroute, la nationale, et puis je ne sais pas quoi, on a déjà du mal à se nourrir. Il faut avoir une voiture, même si des gens qui ont la chance de pouvoir accéder à l'alimentation. Mais pour ces personnes, c'est un challenge impossible. Donc, ce dispositif Alimotel consiste en fait à ce qu'on apporte pour ces hôtels isolés et pour les familles, notamment les familles avec bébés, à apporter des colis. Et on a servi l'an dernier sur l'Île-de-France, en 91 et 93, sur les départements et 77, l'équivalent de 500 000 repas en 2019. Ce qu'on constate, c'est que la demande, aujourd'hui, elle est de préparer 2000 repas de plus par semaine. Et ça va croissant. Et nous, on nous demande si on peut faire, donc on essaye de suivre tant en termes d'approvisionnement, de composition, etc. Donc les limites, là aussi, elles sont logistiques de préparation, logistique d'approvisionnement, logistique de distribution, mais elles sont aussi financières, même si on sait apporter des repas de l'ordre de 1,50 € en nourriture saine et équilibrée, ce qui est accessible. Mais bon, c'est difficile. Donc on maintient ce dispositif, bien entendu, et on a des demandes croissantes pour nourrir ces personnes à l'hôtel, d'autant que, je parlais du chiffre de 35 000 personnes, depuis 2 semaines, c'est 5 000 personnes de plus qui ont été hébergées à l'hôtel en Île-de-France. Donc on est à 40 000, et je pense qu'on dépasse largement les 40 000 si on écoute le SAMU social.
Donc, pour répondre à ces besoins, je dirais, les tournées villages, on a du mal, parce que les CCAS ne sont pas tous ouverts dans les villages, donc accueillir les bénévoles avec les mesures de confinement, accueillir les produits toujours avec les mêmes mesures de confinement, c'est difficile. Et souvent, ce qu'ont fait les communes, ce que font les communes ou les associations, c'est la mise à disposition de tickets services. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de ce point-là, mais on met à disposition des tickets services qui permettent d'accéder à de l'hygiène et de l'alimentation. Et ça va permettre aux démunis d'aller faire leurs courses dans des commerces normaux. Ça a évidemment un coût, mais ça peut ouvrir, cette situation de crise peut ouvrir aussi à une réflexion sur les tickets services de ce genre-là par rapport au mécanisme rodé, je dirais, de l'aide alimentaire en France. En tous les cas, ça interroge. Alors, pour nous, il faut nous voir comme un logisticien de l'aide alimentaire. Et on sait que la logistique, elle est évidemment mal considérée. On voit apparaître beaucoup d'initiatives. Ça fleurit partout. On voit des dons d'un côté, des structures qui s'improvisent en préparation de repas, qui distribuent, etc. Pour l'instant, on n'en parle pas trop. La DGAL nous a alerté un petit peu sur attention aux risques sanitaires. Que ce soit des risques sanitaires dans les transports, des risques sanitaires dans les stockages, dans la distribution. Il faut aussi faire attention à ça et il ne faudrait pas que ce soit un héritage de la crise Covid. Donc, je dirais en conclusion, d'abord, cette réflexion, elle est tout à fait d'actualité. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais Télérama, cette semaine, fait sa couverture et une enquête sur l'alimentation en période de crise. Ce webinaire est complètement dans le thème si on se réfère à cet hebdomadaire. Ce qu'on aimerait bien, nous, côté Eurovive, on n'est pas les seuls, je me fais un peu le porte-parole, si je peux me permettre, des partenaires avec lesquels on travaille, c'est que cette crise soit un vrai révélateur de la façon dont on se nourrit globalement, mais de la façon dont les personnes démunies accèdent à l'alimentation et à l'aide alimentaire. Que ce soit une sorte de réveil matin, je reprends une expression qui justement est dans cet article de Télérama, un réveil matin collectif et individuel. Et donc, qu'à l'issue de cette crise, puisqu'on espère quand même bien en voir le bout, mais qu'elle nous amène à reconsidérer nos priorités de nos systèmes, et qu'on permette l'accès à une alimentation saine et équilibrée. C'est peut-être ce que certains appellent la sécurité alimentaire, un droit pour tous. Voilà, je pourrais bien sûr répondre aux questions sur les dispositifs, les volumes, les changements, mais on continue nos activités autant que faire se peut, mais on voit beaucoup de perturbations. Merci Alain. Alain, on avait le commentaire d'un de nos auditeurs qui dit qu'en fait, finalement, il semble que le principal problème soit non pas le manque de produits, comme Bruno le signale, mais plutôt le problème de moyens de redistribution. Mais le manque de coordination à l'échelle des territoires, en fait, c'est surtout ça, c'est la coordination. Alors, vous parliez des tickets aussi, cette solution est sûrement très intéressante, mais finalement, on concentrerait peut-être notre distribution alimentaire que sur la grande distribution. Est-ce que, aussi, l'autre question, c'est qui sont ces 4 acheteurs dont parle Bruno? On me pose la question. Donc, 2 questions, voilà. Je laisserai Bruno répondre sur les 4 acheteurs. Mais nous, ce qu'on constate, c'est effectivement qu'il y a ces difficultés d'approvisionnement et ils sont vraiment logistiques. Je reprendrai l'exemple de la Solal qui nous dit on a énormément de dons disponibles, mais on a les dons d'un côté et puis on a des personnes qui n'accèdent pas de l'autre. C'est à résoudre dans les problèmes logistiques physiques, mais la solution, elle est aussi sans doute dans les solutions de coordination de la distribution des aides alimentaires. Je crois que Marie pourra
Marie. Peut-être plus sur ce point-là, puisqu'on travaille conjointement avec la Solal, entre autres, mais on voit bien ces difficultés. Marie, tu as quelque chose à… Oui, sur la coordination, je voulais juste, alors, c'est pas, c'est en ce moment, alors, ça a lieu, c'est des actions qui peuvent avoir lieu. Nous, la Banque alimentaire, on a un instrument de mutualisation. On n'a pas de difficulté avec ça, on a été créé pour mutualiser des moyens logistiques, etc., et des moyens de distribution, etc. Là, quand même, dans le cadre de l'accès à l'alimentation, il y a la volonté quand même, et ça a été précisé, je crois, par une circulaire, que les pouvoirs publics favorisent cette coordination. Et elle avait commencé avant, mais elle continue notamment parce que, en fait, il faut distribuer les produits aux personnes, que les interlocuteurs habituels ne sont pas forcément là, que d'autres arrivent. J'ai oublié de le préciser, mais nous, on a eu beaucoup de nouvelles associations qui sont venues nous voir parce qu'avant, ils s'approvisionnaient auprès de la restauration collective. Donc, on a eu effectivement comme ça des adaptations, mais ça se fait en fait. Alors après, ce qui doit être formalisé, c'est pas à moi de le dire, mais sur le terrain, toutes les remontées qu'on a des différentes banques alimentaires, et ça se voit aussi dans la presse locale, c'est souvent, ça explique souvent comment les associations travaillent ensemble pour continuer à assurer l'accès à l'alimentation aux personnes précaires. Alors, pardon. Bruno. Très ponctuellement sur les quatre. Alors, 70% de l'alimentation est achetée dans les grandes et moyennes surfaces. Il n'y a que 30% dans les petits commerces et les marchés. Bon, ces grandes et moyennes surfaces, tout le monde peut voir qu'elles sont regroupées. Il y a quelques marques. Hein, il y a Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Non seulement elles sont déjà regroupées, mais en plus elles se regroupent pour acheter. Donc finalement, il n'y a plus que 4 centrales d'achat pour cette immense distribution de nourriture. Et bon, il faut bien se rendre compte que la supérette du coin, elle ne se sert pas auprès du paysan du coin. Elle se sert chez le grossiste qui lui-même est un grossiste énorme qui regroupe plein de marques. Donc, tout ça est très efficace et permet une alimentation pas chère, mais dès qu'il y a un grain de sable dans cette énorme organisation logistique, évidemment, tout se casse la figure. Voilà. Donc hier j'avais un chercheur qui disait une question qui est très intéressante, c'est qu'en fait demain peut-être il ne faut pas chercher le moins cher. Peut-être que demain il faut chercher ce qui a le plus de sens en fait dans notre alimentation. Alors bon, regardez l'exemple des fruits et les légumes. Tout le monde peut constater que la fraise de Bretagne elle est plus chère que la fraise du sud de l'Espagne. D'ailleurs, malgré le fait que c'est toujours des travailleurs, on va dire marocains, qui les ramassent. Mais enfin bon, les coûts de production sont nettement moins faibles en Espagne. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut effectivement des fruits et des légumes produits en France et ramassés avec un pourcentage de Français plus important, eh ben, la différence de prix sera encore plus importante. Mais il faut quand même bien se dire une chose très importante, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Donc, quand on achète des produits pas chers, on achète tout le reste qui va avec. Hein. Et quand on choisit un par un ses légumes, on achète du traitement chimique. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire aux producteurs de fruits? Je ne veux pas une seule mouche se soit posée sur ma pomme. Allez, on achète des pchites supplémentaires. Quand on achète de la lasagne à 1,50 € le kilo, ça n'existe pas un plat de viande à 1,50 € le kilo. On achète le trader fou en Hollande et puis le gars malhonnête à Castelnaudary qui sort l'étiquette bœuf cheval et qui met une étiquette bœuf. Quand même, sur le fond, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Il faut savoir quel est le monde qu'on veut. Alain? Oui, donc essentiellement, voilà, c'est vrai qu'on a, en conclusion, le thème de l'accès à l'alimentation en période de crise est majeur. Hein, je dirais, si on voit d'un point de vue positif, on aimerait que cette crise soit un vrai révélateur finalement sur l'aide, sur l'alimentation pour tous en général. Simplement. Mais comment on va régler cette équation si, comme le dit Bruno, on veut du local, donc éventuellement plus cher, et finalement on veut aussi servir des populations qui n'ont pas accès à l'alimentation? Comment on règle tout ça?
Est-ce que vous pensez que les tickets, c'est suffisant? Marie, allez-y. Non, sur le local, je voudrais préciser, parce que ça existe déjà. Une banque alimentaire, c'est entre guillemets un circuit court, c'est-à-dire que ce qu'on récupère, on le récupère auprès. Parce que, alors, petite précision, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais les banques alimentaires n'achètent pas de produits. Ce qu'on distribue, c'est uniquement ce qu'on récupère auprès des producteurs, des industriels, des grandes surfaces, et c'est ce qui est proposé dans le commerce. Donc, voilà, on récupère des produits. Alors, ça peut être des produits locaux, des produits bio, des produits transformés, etc. C'est vraiment tout ce qui est proposé aux gens dans le commerce qu'on récupère quand il y a une surproduction, un problème de calibre, un problème d'étiquetage. Il y a plein de raisons qui peuvent conduire à générer du gaspillage. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà un fonctionnement. Nous, on est aussi un logisticien, donc on ne va pas faire 300 km pour la récupérer des tomates. Donc, si le producteur local, il va appeler la banque alimentaire du coin, il va lui donner les produits. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que quand on a des plus grosses quantités, on va les répartir sur le territoire là pour des raisons d'équité. Mais la partie locale, elle est quand même déjà intégrée, et je pense que Alain fait le même constat, elle est déjà intégrée dans les circuits d'aide alimentaire, entre guillemets, puisque on a aussi des moyens contraints, et donc du coup, on va chercher autour de nous, en fait. Et voilà. Et ainsi, alors, je vois la question qui apparaît sur le FEAD, c'est pas les banques alimentaires qui achètent, c'est l'État qui achète pour les associations. C'est ça, d'accord. Avec les sous de l'Europe. Et aussi, il y a la question en lien avec le gaspillage alimentaire, qui finalement, le gaspillage alimentaire, il vient de cette surproduction. Exactement. Et finalement, vous êtes organisé par rapport à cette surproduction. Est-ce qu'il faut pas trouver et si ça n'existe un autre plus, on système? fera autrement. Voilà, si la surproduction disparaît, on fera autrement pour continuer à garantir l'accès des personnes. Mais si jamais le gaspillage se réduisait, on trouverait un autre mode de fonctionnement. On est placé, on récupère, mais on ne l'encourage pas. Donc, si jamais le gaspillage diminuait, on trouverait d'autres solutions. Très bien. On a à peine le temps de prendre une ou deux questions. Je ne suis même pas sûr qu'on ait le temps. C'est Laurence qui va nous le dire. On a 3 minutes, oui. En fait, il y a quand même pas mal de questions, mais pour la question de Laurence, la dernière, là, pour répondre à quel besoin, si c'est l'État qui achète et pas les banques alimentaires qui connaissent leur public. Ah si, alors sur le FEAD, je précise, c'est l'État qui passe les commandes, mais c'est fait à partir des besoins. Les associations qui en bénéficient, donc il y a les banques alimentaires, la Croix-Rouge, le Secours populaire et les Restos du Cœur qui bénéficient de ce fonds européen. Ça se fait à partir, les associations remontent les besoins. On n'achète pas au hasard. Et pour préciser, par exemple, on privilégie dans le cadre de ce fonds européen des produits secs à date longue qui vont venir, donc ça va être de la farine, du riz, des pâtes, etc., qui vont venir en complément de la ramasse ou d'autres circuits d'approvisionnement qui peuvent être de l'achat de denrées, etc. Donc c'est vraiment fait, c'est pensé en fonction des besoins et aussi d'une forme d'équilibre alimentaire dans la mesure du possible aussi. Voilà. Donc c'est pas pensé in abstracto, quoi. On avait une question de Hervé que je salue bien. En fait, mais va-t-on pouvoir organiser les achats publics alimentaires en favorisant un achat français sans risquer un référé? C'est-à-dire qu'on a le problème des marchés publics. François, tu peux peut-être répondre, ou je ne sais pas. Oui, enfin, ça dépend qui achète. Si ce sont des acheteurs privés et ils n'ont aucune limite, et en particulier l'achat privé est très ouvert, et les 4 acheteurs dont parlait Bruno peuvent acheter aussi à l'étranger. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas, évidemment. Par contre, pour les autres acheteurs publics, là, les contraintes de la commande publique existent évidemment. Acheter français, acheter européen, à minima européen est tout à fait possible dans un marché public. Je voulais dire quand même une chose là-dessus. Par exemple, on pense que c'est social. Toutes les associations de parents d'élèves disent « je veux le ticket de cantine le moins cher possible ». Pareil pour les syndicats, pour la cantine de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70% de la viande servie dans les cantines scolaires, elle vient du Brésil. Enfin, elle vient de l'étranger. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction à dire « je veux toujours moins cher ». Et soyons clairs, le poulet le moins cher, c'est le poulet brésilien. Bon, alors nous, moi j'habite à Angers, il y a plein de poulets autour en Vendée, etc. C'est pas mal le poulet, il est un tout petit peu plus cher. Donc c'est vrai que c'est un choix dans la vie de savoir, quand on achète aussi du développement local, de la solidarité, de l'emploi dans son pays. Voilà, donc c'est compliqué parce que en même temps c'est normal d'avoir une nourriture pas chère, mais il faut payer au juste prix aux producteurs, quitte à subventionner celui qui achète.
On est Il ne d'accord. faut pas uniquement se contenter. Le secret, c'est la nourriture pas chère. On se risque à une dernière question, sachant qu'il est 12h30. Bruno, j'ai une question de Marc. N'est-ce pas l'orientation politique de la PAC et de la politique agricole française qui donne une place minime au bio, au local? Oui, évidemment. Bon, et puis il y a un autre truc quand même énorme qui est une faiblesse. Pour le moment, on l'a pas vu. Je rappelle que la France, enfin l'Europe est à peu près indépendante pour l'alimentation, sauf les produits exotiques évidemment, sauf l'alimentation animale. En fait, nos poulets, nos cochons, nos lapins, nos canards, ils mangent du soja et du maïs d'Amérique latine. Bon, et donc ça, c'est notamment aussi, alors c'est même plus du local, c'est du local européen plutôt que du local sur l'Amazonie brésilienne. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on se plaint que M. Bolsonaro brûle la forêt brésilienne, ben, c'est pour faire du soja pour nos cochons. Donc, au bout d'un moment, il faut probablement quand même dire les choses. Il faut manger moins de viande, mieux, produit en Europe avec des végétaux européens. Et ça, c'est vraiment de la politique, ça c'est sûr. J'ai une question pour Marie, je me risque encore à dépasser le temps. 360 retraits de produits industriels par an, soit environ un par jour, 50% liés à des problèmes d'étiquetage, allergènes. Donc, aucun problème de salubrité, mais danger pour le consommateur allergique. Les banques alimentaires les récupèrent-elles et comment les gèrent-elles? En fait, quand des industriels donnent des produits… La question vient d'un fameux spécialiste de tout ce qui est hygiène, c'est le docteur Claude. Oui. Voilà. Alors, nous, on a un service spécialisé dans l'hygiène et la sécurité des aliments. C'est très important pour nous. Quand c'est des noms des industriels et qu'il y a des erreurs d'étiquetage, c'est la réglementation INCO qui s'applique. Hein. Donc, l'industriel doit nous transmettre toutes les informations nécessaires à l'information, nous, de l'association, puis du consommateur. Donc, effectivement, quand il y a des allergènes, on doit le savoir et on doit, nous, donner l'information à l'association qui devra elle-même le transmettre. On a des bénévoles qui sont spécialisés en hygiène et sécurité des aliments. Il y en a un par banque alimentaire. On forme également les bénévoles des autres associations sur ces sujets-là, sur d'autres, mais sur ce sujet-là, c'est une vraie compétence, une vraie expertise du réseau des banques alimentaires. Donc, ne vous inquiétez pas, on informe et on veut absolument garantir la sécurité sanitaire des personnes qui reçoivent ces produits. Très bien. Il y a une dernière question de Gaël, je me risque encore de dépasser le temps. Cette crise alimentaire ne devrait-elle pas nous encourager à envisager différemment la production agricole, à être plus autonome nationalement et localement, notamment recréer des ceintures maraîchères autour des villes et favoriser des agricultures qui régénèrent les écosystèmes, permaculture, favoriser également les installations agricoles de nouveaux ruraux? Bruno, vous êtes d'accord? Bref, oui, évidemment. Donc, c'est sur ces bonnes paroles, en fait, voilà, donc on va tous dans le même sens. Écoutez, vraiment, on vous remercie de votre participation et puis de votre écoute. Notre prochain rendez-vous, c'est mardi, donc pour parler plus précisément de distribution alimentaire, donc avec Pascal Ebel du Crédoc et donc un représentant de la distribution alimentaire, Terre Azur. On va faire le lien entre l'agriculture et finalement aussi la restauration collective. Donc voilà, et pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, eh bien, nous vous répondrons par mail. Je vais les faire suivre à nos intervenants.